Et rebonjour pour la dernière fois de la journée. Merci beaucoup d'être resté toute la journée parmi nous. Je vois qu'il y a toujours beaucoup de monde en ligne, on est plus de 500, c'est des sujets qui sont passionnants, on a souhaité avoir varié pour que tout le monde trouve des sujets d'intérêt par rapport à son contexte professionnel, son contexte personnel. Donc je vous remercie beaucoup d'être venus là, encore une fois en présentiel, et pour les personnes qui sont nombreuses à distance. Et donc, pour cette table ronde de clôture, suite à laquelle on fera une mini-clôture sur l'événement, mais qui durera 5 minutes, on a le plaisir donc d'accueillir 3 invités d'une grande qualité. Alice Louis, qui a donc fondé le cabinet d'ICE, qui a gagné le trophée des femmes de la cyber du CEF6. Et d'ailleurs, on salue tout le CEF6 et Nassira et toute l'équipe. Qui sont partenaires de l'événement d'ailleurs. Sébastien Garneau, qui est fondateur notamment de la Cyber Task Force, j'en parlais ce matin, et qui fait de très belles actions sur la cybersécurité, notamment l'organisation de Paris Cyber Week, qui est aussi partenaire de l'événement. Et puis Vincent Desroches, qui est à l'Annecy, que pour certains, vous avez eu l'occasion de l'entendre il y a quelques jours sur une conférence qui avait été organisée donc, dans le cadre des conférences que l'on organise toute l'année en parallèle du CyberD. Et donc, on est ravis de tous vous accueillir pour cette table ronde sur la cybersécurité en 2030. Pourquoi ce sujet-là? On a commencé ce matin avec Monsieur l'ambassadeur pour ouvrir le sujet, pour faire un peu un retour sur le passé et le présent et comment lui, quelle était sa vision du futur, et avec une ouverture vers plusieurs sujets. Tout au long de la journée, toutes les thématiques ont été traitées par rapport aux enjeux actuels, et donc on finit sur cette ouverture pour savoir à quoi se préparer et à quoi faire face dans les années à venir. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose de commencer tout de suite avec peut-être pour poser le décor un panorama sur la menace. Peut-être Vincent, quelle est la situation actuelle et puis à quoi on peut s'attendre? Ouais, très bien. Si jamais vous m'entendez pas, n'hésitez pas. J'ai pas forcément une voix qui porte beaucoup, oui, bonne idée de commencer par la menace. Donc moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'on va un peu se projeter dans l'avenir. Juste vraiment en quelques mots, donc je m'appelle Vincent Desroches, je travaille au sein de la sous-direction de la stratégie de l'ANSSI et je suis le responsable, alors le chef, on emploie le mot chef là-bas, d'une division qui traite de 3 sujets, le management du risque, le management des crises et la résilience, ainsi que tout ce qui touche à la réglementation. Voilà, qui est un levier assez puissant, on y reviendra. Donc, pour parler menaces, moi je voulais nous mettre en situation. Pas pour se faire peur, mais vous imaginez, vous êtes dans un véhicule avec votre petite famille, des enfants, des amis, je ne sais quoi, sur une voie rapide, véhicule autonome, puisque maintenant on a enfin passé le stade numéro 5 d'automatisation des véhicules, et tout à coup vous avez sur votre interface un message qui s'affiche. Voilà, on a pris le contrôle de votre véhicule et vous avez 15 minutes pour nous faire un transfert d'argent de tel montant. 100 €, 1000 €, c'est pas forcément élevé. Et puis, regardez, on a pris le contrôle de votre véhicule et puis il y a une petite embardée. Et là, vous avez un chronomètre qui commence à baisser. Premier cas. Je pense à autre chose aussi. Vous avez des trains de marchandises, pareil, qui sont autonomes, entre Milan et Paris, qui transportent des marchandises. Et puis, vous avez un groupe de cybercriminels qui a réussi à prendre le contrôle du train, qui va l'arrêter à un endroit propice, qui va faire une opération de récupération de marchandises. Et là, on vient de réinventer l'attaque à la diligence qui existe depuis pas mal de temps. Troisième exemple, toujours dans notre panorama, mais intéressant, qui intéressera particulièrement le GE. Vous êtes en train de faire une négociation sur un contrat important et vous portez une montre connectée. Votre montre a été piratée et de l'autre côté, avec de la reconnaissance du vivant et des algorithmes, on va dire, utilisant les paramètres physiologiques, on est capable, en fonction de certains paramètres corporels, température, battement du cœur, d'évaluer si vous êtes plutôt en train de mentir, en train de négocier, avoir peur, et ça peut donner un avantage compétitif à la partie adverse. Soit dit en passant, cette histoire de monde connecté, en 2015, on avait fait l'expérience et l'exemple avec Manuel Valls, qui était le Premier ministre de l'époque, je me souviens, lorsqu'on avait inauguré la stratégie nationale de la France pour le numérique. Et il avait été assez étonné qu'on puisse faire ce genre de choses. Et un dernier exemple, pour parler de la menace,
Vous êtes patron d'une usine de traitement d'eau. Et puis, il y a un petit malin qui arrive à se connecter à votre usine à distance et à changer la composition de l'eau en y mettant un adjuvant en quantité trop importante. Et là, vous créez une petite crise sanitaire. D'ailleurs, c'est arrivé ça. Il y a quelques semaines, une ville de 15 000 habitants aux États-Unis qui a failli connaître ça. Ça a été détecté par le technicien de service qui voyait le curseur de son écran bouger. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'ANSSI, avec nos partenaires, on s'y prépare. Ce sont des scénarios qu'on analyse dès aujourd'hui, qu'on fait dans mon équipe, que l'on fait avec les partenaires. Son scénario, certains sont un peu peut-être science-fiction, mais en tout cas, dès aujourd'hui, on s'y prépare parce qu'on sait que c'est déjà vu où ça arrivera. Et donc, pour terminer pour mon temps de parole par rapport à là, moi je dirais qu'un des enjeux pour les années qui viennent, c'est plus de sécuriser nos serveurs, plus seulement, attention. Ça va être de construire une société numérique de sûreté et de confiance qui va être assujettie à un certain nombre d'acteurs. On parlait de guérilla ce matin, je me souviens, Henri Verdier a parlé de guérilla. Ben oui, nous, on a face à nous des acteurs qui font de la guérilla, d'autres qui sont des agences de renseignement high-tech, mais on se prépare à tout ça. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que, plutôt comment on peut prendre en compte ces évolutions pour les 5 à 15 années à venir? On parlait ensemble d'avatar d'identité, de guerre d'information par le contenu, de ce genre de choses. Est-ce que peut-être Sébastien, un retour sur ces nouveaux enjeux qui sont liés au numérique? Merci. Et oui et non. C'est-à-dire qu'on peut voir la question de deux manières. On peut se dire, en 2030, quel sera l'état de la tech, et donc quels seront nos outils technologiques, ou, comme l'a dit Vincent, quelle sera la société numérique dans laquelle nous vivrons, et donc du coup, quel sera notre usage et notre maîtrise des outils. Dans ce cadre-là, donc la question des avatars et de Second Life, qui était un jeu dans les années 2000, aujourd'hui c'est la réalité, on a notre avatar. Je signale l'initiative de Laval Virtual qui organise des événements virtuels avec votre avatar, donc vous pouvez choisir votre coupe de cheveux, etc. etc. Donc oui, la vie virtuelle, en fait, finalement, de mon point de vue, c'est juste notre vie projetée sur les réseaux. Et ça, c'est peut-être un point qu'on pourra mettre dans notre discussion sur finalement, est-ce que dans le cyberespace, on doit tout réinventer ou est-ce qu'il suffit peut-être juste d'y projeter ce qu'on connaît déjà. Mais si on part sur l'angle de la société numérique dans 15 ans, cyber, pour information, je le rappelle toujours, ça vient du grec, ça veut dire gouvernement, et gouverner c'est prévoir, donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le monde de dans 10 ans est en train de se mettre en place juste maintenant. Je mets à la discussion, on est à l'EGE, la stratégie de l'OTAN en 2030, clairement, l'OTAN se pose comme le parapluie numérique, le parapluie cyber de l'Union européenne. Dans le même mouvement, on a de l'Europe. Je devrais dire de l'Europe parce qu'il faut inclure nos partenaires britanniques. Dans le même temps, on a eu un courrier très fort sur la souveraineté numérique, signé par 4 premiers ministres ou équivalents d'États, l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, l'Estonie, qui disent souveraineté européenne, oui, mais qui passera par un partenariat stratégique transatlantique fort. Et donc, on voit bien qu'en fait, on ne sort pas et on n'arrive pas à s'extraire du duel Chine-USA. Et pourtant, au cœur de tout ça, qu'est-ce qui les intéresse? Bien sûr, le marché, mais d'abord la donnée. Et donc, en fait, dans 10 ans, dans 15 ans, moi, j'imagine une France dans une Europe qui maîtrise toutes ces données. Donc, la souveraineté, on en a parlé toute la journée, souveraineté de l'État, souveraineté des entreprises, souveraineté des individus. À la fin de la fin, c'est toujours la donnée. D'autant que on n'a pas de raffinerie, nous, pour ce nouvel or noir. On les a pas. Donc, on a l'or noir. Qu'est-ce qu'on fait pour leur extraction et à quel moment, en fait, la société récupère finalement son investissement dans les infrastructures qui permettent le numérique. Je ne sais pas si ça répond pas à la question, mais... En tout cas, c'est ta réponse. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en effet, et pour reprendre l'expression de Thierry Breton, je crois, l'espace informationnel est
pour vous donner quelques repères et des éléments chiffrés, comportait en 2020 40 000 milliards d'informations. Et donc, au cœur. Alors, si on fait la projection à 2025 et 2030, avec l'IoT, où on arrive à des 50 et 70 milliards d'objets connectés, on est sur des choses qui sont absolument délirantes, en effet. Et au cœur de tout ça, pour rebondir sur ce que tu disais, des données à caractère personnel. Bon. La CNIL vient d'annoncer l'orientation de ces contrôles spontanés sur 2021. Les 3 axes retenus du fait du contexte sanitaire que nous traversons, c'est bien évidemment la protection des données de santé, qui sont des données particulièrement sensibles. On a par ailleurs la gestion des cookies. J'invite tout le monde à mettre en conformité son site internet avant le 30 mars. 30 mars. Profitez-en, moi j'accompagne des clients dans cette mise en conformité-là et je vois à quel point aussi les politiques de confidentialité datent de la création du site, donc elles ne sont pas mises à jour, donc profitez-en pour les mettre à jour. Et puis le 3e volet, c'est la cybersécurité. Bon. Donc on est bien sur des enjeux qui sont hautement stratégiques, en effet. Moi, la projection à 10 ans, je la vois comme étant... il y a des piliers sur lesquels les organisations peuvent s'appuyer aujourd'hui, en interne, et qui sont pas forcément, dans les médias, sont pas forcément bien compris ou mal appréhendés, mal utilisés, insuffisamment valorisés, me semble-t-il. Je le vois au contact de DPO ou de RSSI notamment. Et je pense en particulier au délégué à la protection des données à caractère personnel qui a des pouvoirs qui sont beaucoup plus étendus et des fonctions beaucoup plus larges que n'avait son prédécesseur, le correspondant informatique et liberté. Son régime est déterminé de manière très claire par le RGPD, des articles 37 à 39. Il doit avoir une expertise juridique, mais pas seulement. Il doit être en capacité de comprendre un système d'information, comprendre ce que ça veut dire des opérations de traitement, être en capacité de réagir dans son rôle de contrôle des 4832 points de conformité au RGPD, toute l'organisation, les aspects organisationnels et techniques. Ça veut dire que concrètement, il intervient en lien avec le RSSI sur la définition d'une politique de sécurité, sur la définition d'une politique de conservation de la donnée, sur les notifications des failles de sécurité auprès de l'autorité de contrôle. Autrement dit, ce sont des alliés objectifs. Et c'est vrai qu'on a un problème, nous, en France. Les services sont parfois un petit peu compartimentés. Et je crois que le DPO devrait, au-delà de son rôle de sa double culture et de facilitateur, être utilisé par l'ensemble des organisations comme étant un éclaireur. Du fait de sa double culture, il doit être en capacité d'initier un dialogue constructif avec le RSSI, à fortiori en période de crise. Leurs travaux communs sont importants, charte utilisateur, organisation télétravail, plan d'assurance sécurité. C'était la thématique de la très belle revue de la Gendarmerie nationale. Pour une cybersécurité coopérative et collaborative. Bon, donc 2010, dans 10 ans, j'espère que on s'appuiera davantage sur les forces vives, qu'il faut peut-être mieux intégrer le rôle de chacun. Je pense aussi que le RGPD, et ça je prends un peu ma casquette pour rebondir sur votre culture, est un sujet d'intelligence juridique. Il faut en avoir une vision à 360. Et il faut bien se dire que si vous, aujourd'hui, vous ne savez pas que vous n'êtes pas en conformité, demain, votre concurrent le sera. Ça va devenir un outil d'intelligence économique. Bon. Donc, en réalité, on a l'aspect de protection de la donnée, l'aspect d'intelligence juridique, d'intelligence économique, et puis aussi tout l'effort que fait le DPO, qui a encore un rôle d'interface important entre les différents services, doit aussi servir de relais pour valoriser, dans le cadre d'une approche plus globale, l'ensemble de la data. Et là, il n'est plus simplement question de protéger les données à caractère personnel, mais bien le patrimoine informationnel de l'organisation dans son ensemble, autrement dit, les actifs immatériels. Voilà ce que je pouvais dire pour rebondir sur... Et du coup, selon vous, quel sera donc je m'adresse à vous trois, quel sera le rôle de la cybersécurité en la vie
de tous les jours, de nos entreprises, de nos concitoyens. De transmettre sa culture de la transversalité, de transmettre sa culture de la transdisciplinarité, de transmettre sa culture de la pluridisciplinarité. Il faut décloisonner les disciplines. On est riche de force, de talent en France, de compétences, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les chercheurs, que ce soit les juristes. On a une agence formidable parmi les leaders en France, l'Agence nationale pour l'ANSSI. Il y a plein des organisations qui mettent en place des actions, des événements de sensibilisation. Bon, il faut qu'on réunisse, qu'on arrive à réunir l'ensemble de ces forces-là, parce que je pense, et pour rejoindre une question qui est peut-être plus de ton domaine, je crois que, et qui rejoint une question de souveraineté numérique européenne, je crois que la France a la possibilité d'être leader au sein de l'Europe sur ces questions. Ça, c'est une base décisive. Moi, j'y crois. Hein. Ah, mais c'est sûr. La fonction de la cybersécurité en 2030, pierre angulaire de la démocratie. Okay. Parce qu'en fait, finalement, la cybersécurité, c'est quoi? C'est la confiance. Et cette confiance, elle nous permet de quoi? Elle nous permet de lutter contre les fausses nouvelles, elle va nous permettre de lutter contre la ruse, la duperie, et finalement, le cyberespace, alors ça, c'est peut-être pas le sujet, mais je trouve que notre table ronde, elle est quand même assez philosophique quelque part. Moi, je suis un Y, digital native, Internet, c'était formidable. On allait pour liberté d'expression, connaissance, information. Aujourd'hui, il n'y a pas pire que le cyberespace. Je veux dire, si on veut tomber dans un piège, on va sur Internet, on clique sur des mails, c'est-à-dire que maintenant, on ne sait plus qui est l'expéditeur, qui est le bon. Il y a marqué Sébastien Garneau, mais derrière, en fait, il y a un mauvais mail. Donc, par ce biais de confiance qui est le nom, je vais cliquer et je vais bloquer mon organisation. Et donc, moi, je crois que la cybersécurité, elle doit être là. Elle doit être l'outil de la démocratie, mais de notre souveraineté personnelle en tant qu'individu dans ce monde de la technologie, de la collectivité locale au service de ses citoyens, de l'État, etc. Et attention, je ne suis pas en train de parler de nationalité des opérateurs techniques et technologiques, qui peut être aussi l'objet d'un débat. Mais déjà, soyons en position de choisir notre destin, choisir notre vie, choisir notre modèle de société. Et ça, je crois qu'aussi, c'est quelque chose que l'ANSSI a bien intégré. Et notamment, je crois que c'est l'objet des travaux de l'Agora 41, qui est de se projeter un petit peu avec une équipe pluridisciplinaire. On a eu la chance l'année dernière d'avoir un éclairage de Philippe Lavaux qui s'occupe de cette Agora. Et justement, c'est imaginer l'inimaginable pour essayer de s'y préparer et d'anticiper. Ça, c'est par rapport à la menace, mais un point de vue positif, c'est si j'ai sécurisé tous mes usages dans un monde qui est clairement numérique, alors je suis libre. Et pour moi, c'est hyper important, la liberté.